Madame, Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur Panafricanist TV, la chaîne de télévision des panafricanistes, où nous apportons le meilleur de l'information sur un plateau d'or. Et notre interrogation du jour: Afrique, système éducatif désuet, nécessité urgente d'un changement. Nous nous interrogeons. La réforme en éducation en Afrique en cours depuis plusieurs décennies. Mais les bilans réalisés ces dernières années sur le rapport révèlent un certain nombre de constats, bien sûr différenciés à l'image des pays. Mais si on approfondit la question, on se rend compte que le système éducatif africain doit être réformé et changé dans tous les domaines. Depuis les indépendances factices des pays africains, on a l'impression que l'éducation a été calquée sur le système éducatif du colon. Et le colon, dans sa quête d'abrutissement des Africains, ne propose qu'une école désuète qui ne connaît pas des recherches et la science dans plusieurs domaines. La réussite d'une réforme de l'éducation repose sur un ensemble de facteurs constituant une équation complexe, et cette dernière n'est pas intégralement transposable d'un pays à l'autre. Or, bien des réformes de l'éducation en Afrique ont été difficiles, déficientes ou beaucoup plus coûteuses que prévues parce qu'elles ont souvent été pensées dans un pays étranger par des experts techniques qui avaient une connaissance limitée du contexte social, économique et culturel du continent africain. La conduite d'une réforme réussie de l'éducation ne peut pas faire l'économie d'une analyse diagnostique rigoureuse du pays concerné, et que cette dernière ainsi que ses tenants et ses aboutissants sont partagés par les autorités de tutelle qui auront à conduire, et souvent avec courage, les changements annoncés. Les premières grandes réformes valorisant un développement accru de l'éducation ont la plupart du temps été profilées en fonction d'un enseignement général traditionnel conduisant à des études universitaires. Dans cette perspective, l'enseignement professionnel et technique s'avère sous-développé et conçu par défaut comme réceptacle à l'échec scolaire. Aujourd'hui, une réforme pertinente et crédible de l'éducation doit accorder une place majeure à la valorisation et au développement de la formation professionnelle et technique. À défaut, les réformes risquent d'être conçues et réalisées uniquement par celles et ceux qui réussissent bien leurs études. En définitive, des personnes pour qui, la plupart du temps, il n'est pas nécessaire de réaliser donc des réformes. Toute conduite réussie d'une réforme nécessite une trame temporelle significative où le pilotage et la mémoire organisationnelle remplissent des fonctions essentielles. Les réformes majeures en éducation s'inscrivent dans un développement durable qui devra être porté par plusieurs ministres successifs, voire des gouvernements différents. La pérennité de la conduite d'une réforme repose donc sur la présence d'une cellule technique et d'un corps de dirigeants compétents et de haut niveau dont l'existence n'est pas soumise aux aléas du passage et de la fluidité politique du tenant du poste ministériel. Or, il faut également le préciser, on peut souvent constater une porosité dommageable entre la frontière de l'expertise professionnelle technique et la sphère politique, ainsi s'il est compréhensible. On ne va pas également oublier, mesdames, messieurs, que parfois les documents scolaires, oui, les œuvres qui sont utilisées dans les écoles sont parfois, on va le dire comme ça, éditées à l'étranger. Eh bien, il va falloir faire des efforts pour pouvoir trouver des réformes dans l'éducation, car sur le continent africain, il y a des richesses et des richesses qui doivent être exploitées. Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Afrique, système éducatif désuet, nécessité urgente d'un changement. Nous sommes avec un enseignant, le docteur Paul Bekima. Il est président de Kepera Institute of Strategic Analysis, mais il est également auteur de plusieurs livres. Docteur Paul Bekima, bonjour, bienvenue à vous. Oui, bonjour, monsieur Stiungos. Je vous remercie une fois de plus de m'avoir invité. Je salue la galaxie panafricaine. Le thème que vous soulevez est d'une importance capitale et même fondamentale parce que c'est la clé de tout. Parce que vous avez parlé de système éducatif. En vérité, nous n'avons pas un système éducatif, nous avons un système de mal-éducation et de déséducation. Pourquoi est-ce que je le dis? Déséducation. Voilà. Maléducation. Voilà. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que je voulais dire une dernière fois que vous m'avez reçu ici que le système éducatif est comme la machine qui fabrique les yeux avec lesquels vous voyez le monde et vous projetez dans le monde, c'est-à-dire dans votre conscience. Et l'un des buts est de vous faire de vous un homme libre, un libre penseur qui est capable de se projeter dans l'avenir et de subvenir à ses besoins et de prendre soin de lui et de son environnement. Donc, dans ce sens, vous voyez que
notre système éducatif est un échec complet. Ce n'est pas d'une réforme que nous avons besoin d'une révolution. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'il faut déjà même aller à la base du système éducatif. D'emblée, je dis que le système éducatif, à travers le monde, tous les systèmes sont en vérité assez pauvres et ont été assez appauvris. Ils viennent de ce qu'on va appeler le système prussien, qui a été recopié un peu partout et qui est donc en vérité un système qui est dévoyé. Je vais rentrer dans les détails. Et c'est ce système dévoyé qu'on nous a amené et on nous a donné la version frelatée. Vous comprenez que nous sommes doublement des victimes de quelque chose de pas bon. Oui. D'où part ce système prussien? Il part de la guerre entre la Prusse et la France, 1806-1807. Il ne faut pas confondre avec celle de 1870 où la Prusse finit par battre la France. Oui. Là, la Prusse a perdu avec ce qu'on appelait la 4e coalition. Ils ont perdu face aux Français. Donc, l'aristocratie prussienne, quand elle analyse les causes de l'échec, elle se dit, en vérité, l'échec ne vient pas du militaire purement. Nous ne sommes pas purement militaires. Qu'elles sont, on va dire, disciplinaires. Pourquoi? Parce que avant cela, leur système éducatif était tellement bien qu'il créait un homme libre. Donc, les aristocrates disent, le problème qu'ils avaient avec l'armée est que les gens réfléchissaient tellement qu'ils ne suivaient pas les ordres. Chacun voulait réfléchir par lui-même. Oui. Et il faut donc, il était donc question de mettre en place un système qui va permettre aux gens de ne qu'obéir. Voilà donc comment on lance le vaste projet. Il commence en 1807. Ils disent on va diviser le système à trois niveaux. Il y a 5% au-dessus qui seront des gens libres qui réfléchissent. Il y aura des gens au milieu qui sont environ 10%. Et la majorité, 85% à peu près, va être dans ce qu'ils appellent les Volksschüler. C'est-à-dire, on va leur apprendre à obéir aux ordres, à ne pas trop réfléchir de façon critique, à être discipliné et ainsi de suite. Voilà. Voilà où part ce système en Allemagne. Oui. Et pour le faire, donc, il fallait, même quand on veut mettre un système en place, il ne se fait pas sur les états d'âme. Il doit être théorisé, c'est-à-dire il faut les gens pour penser. Ils sont donc retournés, ils ont regardé vers l'Angleterre, ils ont vu que John Locke avait déjà fait un discours sur la psychologie des enfants. Il disait que la mémoire ou l'esprit d'un enfant est comme une ardoise vide. Ils ont vu que Rousseau avait déjà aussi commenté dessus où il expliquait comment est-ce qu'on peut écrire sur cette ardoise libre. Et du coup, ils ont eu un théoricien qu'on appelle Wilhelm Wundt qui a introduit ce qu'on appelle aujourd'hui la psychologie expérimentale. Et on l'enseigne très peu. Chez nous, on aime toujours amener la friperie, où on amène la philosophie de Freud qui est fondée seulement sur la libido et ainsi de suite. Tout veut s'expliquer par la libido. Donc, du coup, ils ont étudié la psychologie humaine. Ils ont donc introduit ce système. On a commencé, les matières, même les diplômes viennent de là. Oui. On va limiter le nombre de choses que quelqu'un doit apprendre, donc contrôler et limiter la connaissance et définir les orientations et enlever de l'enseignement l'esprit critique. Donc, les gens lisent des choses, ils ne comprennent pas ce qu'ils sont en train de lire, ils ne peuvent donc pas faire des implications. Donc, ce système s'est diffusé à travers le monde. Les Français aiment dire que c'est Jules Ferry qui est le père du système éducatif français. Jules Ferry est né en 1805, vous voyez, et en Lorraine. Vous voyez que la Lorraine et l'Alsace sont tous les territoires qui ont été tantôt français, tantôt allemands. Donc, il est très influencé par la façon de faire allemande, celui qui pense dans le système français et celui qui pense le système des colonies françaises. Exactement. Vous voyez donc où ça vient, c'est-à-dire que nous avons des niveaux et des niveaux. Notre système n'est pas fait pour qu'on puisse penser critiquement. Et les Américains qui, à un moment, sont au centre, j'ai envie de dire que avant même que les Européens ne viennent en Afrique pour la colonisation, ils sont tous d'abord allés étudier en Allemagne, parce qu'ils ont dit, aux États-Unis, ils veulent comprendre quand les Américains ont maîtrisé l'esclave, où l'esclave est inoffensif et obéissant, qu'ils veulent connaître cette méthode-là pour l'amener en Afrique, parce qu'ils sont en train d'entrer dans la colonisation pour appliquer. Voilà. Mais au-delà, les Américains, au moment où les choses commencent à se libérer, tous partent étudier en Allemagne et en Prusse. Donc, vous voyez des gens comme Edward Everett, c'est lui qui a apporté le premier à apporter ce système ce qu'on appelle en Nouvelle-Angleterre, c'est-à-dire où il y a aujourd'hui des universités comme Harvard, le MIT et autres. Il a été gouverneur. Et beaucoup ont continué, Horace Mann, Elizabeth Peabody
et William T. Harris, c'est-à-dire tous sont partis, voilà comment ça se propage aux États-Unis, où on enlève, et vous voyez les conséquences. La Constitution américaine, les déclarations d'indépendance, le fondement, même ce qu'on appelle les Federalist Papers, sont écrits par les quelques-uns que vous connaissez, les Thomas Jefferson, James Madison, John Jay et ainsi de suite, Alexander Hamilton. Quand vous regardez ce groupe-là, officiellement, beaucoup n'avaient pas un niveau d'éducation qui dépassait le primaire. Hein. Mais regardez tout ce qu'ils ont réussi à produire, parce qu'ils étaient dans un système, ils ont étudié de façon critique, c'est des autodidactes. Oh oui. Aujourd'hui, vous êtes incapable de voir une telle production. Pourquoi? Parce que l'éducation aux États-Unis a été confisquée par Rockefeller et Carnegie. Pourquoi? Parce que ce système-là se met en place au moment où la révolution industrielle commence. Et les institutions ont immédiatement vu l'opportunité qu'on leur produisait dans les travailleurs qui étaient incapables de penser critiquement, qui ne pouvaient suivre que des ordres. C'est pour ça que vous avez vu, ils ont donc mis beaucoup d'argent là-dedans pour pouvoir maintenir ça, et ce qui est maintenu jusqu'à aujourd'hui. Si vous allez aux États-Unis, que ce soit le syndicat des enseignants, il est totalement contrôlé par ces fondations-là. Et si les bourses pour aller faire des doctorats en éducation ou quoi que ce soit, c'est toujours des bourses de Carnegie. Si vous voulez faire à Columbia, c'est Carnegie. Vous voulez faire à Chicago, c'est Rockefeller, c'est Peabody. Donc, ils contrôlent entièrement le système où on enlève toute la pensée critique. Et pour que l'Afrique puisse s'en sortir, il faudra comprendre cela et comprendre donc qu'en vérité, nous devons réintroduire. Il n'y a pas une éducation sans la culture. Oui. Une éducation se fonde sur la culture et le sens de l'histoire. Si on pouvait introduire un livre comme le Tariq el-Soudan qui raconte l'histoire de l'Afrique dès le primaire, oui. Parce qu'on dit, si on vous éduque mal quand vous atteignez l'âge de 10 ans, quel que soit ce qu'on va vous dire après, ça devient très très compliqué parce que ça reste au niveau de la cornée cérébrale, quelque chose comme ça. C'est-à-dire, vous ne le voyez plus fondamentalement. Pour créer une Afrique nouvelle, dès le primaire, il faudra introduire des éléments africains. Et nous aurons le temps de voir comment aussi doit se réorganiser l'université. Parce que, d'après moi, en Afrique, on n'a pas encore compris le concept d'université. On ne le comprend pas. Jusqu'à preuve de contraire, vous appelez de déséducation. Donc l'éducation que nous avons sur le continent africain est désuète. Normalement, ce n'est même pas une éducation. Et elle ne nous permet pas justement de nous développer. Que faut-il faire aujourd'hui? Oui, pour ça qu'elle dit que ce n'est pas une réforme, c'est un changement complet. Changement total? Un changement total des programmes. C'est-à-dire, dès qu'on change des programmes, oui. On a changé de paradigme. C'est-à-dire un programme qui, je n'ai pas envie de dire afrocentré, parce que c'est les influences occidentales, oui. Par opposition à l'eurocentrisme, mais un système qui est fondé sur ce que nous sommes nous-mêmes. Selon nos besoins. Oui, ça qu'elle dit déjà, apprenez très tôt aux enfants le Tariq el-Soudan qui est l'histoire de l'Afrique. Introduire l'histoire de l'Afrique, ne les enseignez pas les gens comme les Victor Hugo. Si vous enseignez le pont d'Avignon, Victor Hugo, et que tout le système tel qu'il est, on a vidé tout ce qui est utile pour nous, on a mis tout ce qui nous rend inférieurs. Et ça a été un discours même de William T. Harris, dont je vous parlais, où il disait que l'objectif de son système éducatif, c'est d'aliéner les enfants de l'influence de leurs parents et de la religion. Le système qu'on a mené en Afrique était d'aliéner l'enfant africain de sa tradition et de ses parents, de le rendre étranger chez lui et le défenseur même acharné de la colonisation. Et vous le voyez. C'est-à-dire les gens s'asseyent, ils sont capables de vous expliquer comment leur maître parisien de droit, alors que c'est le droit français, qui n'a rien à voir avec eux, mais ils ne peuvent rien vous dire de la répartition juridique et du système juridique de son propre village. Et Bob Basson en parle beaucoup dans ses livres, que je recommande d'ailleurs. Jusqu'à preuve de contraire, depuis notre enfance, on nous a bourré justement les oreilles avec les auteurs étrangers et surtout les auteurs français. Ils sont d'ailleurs très nombreux. Mais pendant ce temps, les auteurs africains ont carrément disparu, on le dit comme ça, des œuvres africaines à l'école. Oui, et même dans le choix des auteurs africains, qui d'après moi seront meilleurs que les auteurs occidentaux, oui. Qu'on ne peut pas tous exclure, mais on doit les mettre en perspective. C'est-à-dire, si vous n'avez pas de perspective et que ce n'est que ça que vous avez, vous êtes en train de tout perdre. Mais il faut une très très bonne sélection de quels auteurs africains mettre. Cheikh Anta Diop devait être au centre de toute l'éducation, du primaire au secondaire. Le supérieur, c'est autre chose et nous allons en parler. C'est-à-dire, un enfant ne devait pas grandir sans maîtriser déjà au moins le fondement de la linguistique africaine, qui ferait que
il voit la logique entre toutes les langues africaines, et Cheikh Anta Diop a fait l'étude de cela. Un enfant devait maîtriser la vision africaine du monde, parce qu'il y a une cosmogonie africaine. C'est-à-dire, avant d'entrer au lycée ou au collège, comme ils disent chez eux, l'enfant devrait déjà avoir maîtrisé quelle est la perspective africaine, quelle est la vision africaine du monde. Parce que tout repose sur les théories, et les théories, c'est ce qu'on appelle, c'est une opinion logiquement soutenue. Donc nous sommes dans la perspective théorique occidentale, la vision occidentale du monde, et vous savez que nous sommes désaxés. Dans cette vision occidentale-là, nous occupons la place la plus basse. Donc nous sommes très contents quand nous sommes désaffranchis, vus comme acceptés par l'Europe, alors qu'on n'a pas besoin de ça. C'est-à-dire aujourd'hui, on a tous les éléments en place pour pouvoir mettre à la base, parce qu'il y a des enseignements. L'enseignement de mathématiques doit être fait. Les mathématiques des sciences en général. La différence se fait dans les sciences sociales, les sciences économiques et juridiques, qui doivent être purement africaines. Oui. Parce que la mathématique est universelle, mais les choix des thèmes devront être nos propres choix en fonction de nos besoins. Il y a quelqu'un qui me posait encore la question il y a quelques années. Il a l'impression que l'éducation qui est justement distillée sur le continent africain n'a rien à voir avec les réalités africaines. Cela signifie quoi? Ça signifie que l'Afrique reste un endroit où tout le monde vient puiser les matières premières, mais pas un endroit où on produit ces matières premières, où on transforme ces matières premières. Et à l'école, on n'apprend pas justement cela. Voilà. Maintenant, nous pouvons parler un peu de l'université quand on dit qu'on n'a pas d'université. On n'a pas compris. Oui. Nous avons des brillants universitaires qui me prennent pas mal, mais nous n'avons pas compris le sens de l'université, c'est ça qui fonctionne dans le vide, parce que ça ne produit pas pour l'Afrique. Oui. Nous avons du pétrole, n'est-ce pas? Oui, nous avons du pétrole. Il y a combien d'universités spécialisées dans le pétrole en Afrique? Il y en a même pas. Voilà. Nous avons du coltan, n'est-ce pas? Oui, il y en a pas, si vous voulez me poser la question. Voilà. Nous avons du fer. Oui. Il n'y a pas. Mais attends un peu. Tout le système éducatif devait être orienté vers la maximisation de la production de ce que vous avez. C'est un scandale que de vendre notre fer brut. Vous avez vu, pour des raisons que je n'engage pas dans les commentaires de politique interne, nous vendons notre fer à la Chine, mais cela devait s'accompagner au moins d'une université technologique où on se spécialise dans le fer. Parce que quoi qu'on a vendu pour quoi 20 ans et après il y aura une prolongation de 30 ans. Un renouvellement. Un renouvellement, oui. Alors que vous mettez une université spécialisée dans l'exploitation du fer, à moins de 5 ans, quand vous commencez à produire des ingénieurs, et vous produisez des ingénieurs qui se spécialisent là-dedans au point que au moment du renouvellement, vous n'avez pas à proprement besoin de renouveler quoi que ce soit. Mais chez nous, et je vais maintenant dire, le concept d'université est, on conçoit très mal, c'est ça que vous voyez que toutes nos universités, comment se font les recrutements, et ils sont étonnés que dans les classements mondiaux qui sont aussi, quand même, il y a pas mal de propagande, mais ce n'est pas totalement faux, nos universités sont derrière. Pourquoi? Parce que nous faisons de l'imitation. Si vous dites que vous voulez faire, on va dire, un doctorat en droit, comme en France, quand vous avez un doctorat en droit, vous n'avez qu'augmenter le nombre de gens qui ont un doctorat de droit en termes de francs. Vous n'avez rien fait de nouveau. Et donc, vous n'avez en vérité rien apporté. Le monde universitaire occidental, que les gens tendent à ne pas comprendre, surtout anglo-saxon, est basé sur ce qu'on appelle des talents. On articule l'université autour des talents, même dans les sciences sociales. Par exemple, dans Douala, il y a une dame comme Kalice Biala qui est une écrivaine. Elle est au quartier. Il y a une faculté de lettres là. La faculté de lettres, je ne sais pas ce qu'elle produit, mais vous savez qu'elle n'aura jamais un classement mondial. Alors que si Kalice Biala était dans la faculté de lettres et qu'on étudie la littérature, je prends un exemple comme ça, je ne la connais pas, de Kalice Biala, cette université serait la meilleure du monde dans la littérature de Kalice Biala. Et cela attirerait des fonds et des visites. Parce qu'elle est enseignée dans les universités américaines, mais n'est pas dans l'université camerounaise. Pourquoi? Parce que quoi qu'on lui dit, on dit elle n'a pas un PhD. Et ça, c'est la dernière des choses aux États-Unis. Le PhD, c'est ce qu'on appelle des éléments complémentaires, mais tout se tourne autour des talents. Par exemple, des gens Keynes, beaucoup de gens économistes me disent je suis keynésien, je suis keynésien. Ce qui ne savent pas que Keynes n'a pas étudié au-delà de la licence de mathématiques. D'ailleurs, il n'a même pas étudié l'économie. Keynes a une licence de mathématiques avec honneur. Il a étudié l'économie pendant 1 mois ou 2 mois. Son père était prof à Oxford, il voulait faire le concours d'entrée à la fonction publique britannique. Oui. Et
son père avait un collègue économiste qui s'appelle Marshall. Il lui a dit, comme il y a une épreuve d'économie dans cette, est-ce que tu peux donner des répétitions à mon fils pour qu'il connaisse, il comprenne un peu d'économie. Le gars a dit oui, que bon, je vais l'enseigner 1 heure par semaine d'économie. Voilà toute l'économie que Keynes a étudiée. Et il n'a jamais eu besoin d'un doctorat pour être le patron de l'économie britannique. Un autre exemple, aujourd'hui on parle des bitcoins, des Ethereum et autres. La grande université de Stanford aux États-Unis, qui est l'une des 2 ou 3 meilleures universités du monde, oui. Quand la blockchain et les crypto-monnaies sont arrivées, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a récupéré des gars comme les Botulik, tous ces gars-là, et je te rappelle que qui lui est le porteur d'Ethereum, que ce gars-là n'a pas le bac. Mais c'est eux qui ont été le département de la crypto-monnaie et de la blockchain à Stanford. Tout cela à oui. cause du talent. Du talent, oui, parce que les universités américaines fonctionnent, on cherche des pôles, des meilleurs talentueux, diplômés ou pas diplômés, et on les accompagne. Mais ici, chez nous, c'est ça qui dit qu'on n'a pas compris le concept d'université. On commence par bourrer des gens de diplômes à l'université et les talents sont au quartier. Il y a ce gars qui est sorti au Polytechnique qui a créé quoi, le Cardiopath. Oui. Mais le Cameroun se serait enrichi avec ça. Déjà même l'organisation des départements, le premier pas dit qu'on enseigne l'algèbre, l'analyse. Prenez le Cameroun, je connais bien le Cameroun. Nous avons une société des eaux au Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Nous avons une société d'électricité. Nous avons une société de télécommunications. Exact. Et on a des départements de maths et de physique indépendants. Mais tous ces départements devaient être des départements associés à ces boîtes-là. Ces départements font la recherche pour ces boîtes et les boîtes-là les payent et financent la recherche universitaire. Donc, quelqu'un qui devait avoir sa licence en physique devait être employé par, je ne sais pas si c'est Camtel ou autre. C'est comme ça que ça marche aux États-Unis. C'est des grosses boîtes qui sont au cœur de la recherche. Donc, on devait avoir en fait des systèmes intégrés de recherche, sciences, ingénierie, qui soutiennent ces boîtes-là et ça décharge l'État. Que l'État ne soit pas l'employeur des profs universitaires, sinon très peu. Et que ce soit ces boîtes-là. Il y a plein de cabinets d'avocats ici au Cameroun, n'est-ce pas? Oui. Il y a plein de mairies. Mais les mairies pouvaient embaucher des gens dans les départements d'économie. C'est-à-dire vous vous concentrez à faire l'économie communautaire, c'est-à-dire qui va lancer le fonctionnement des mairies. Et les mairies vous payent pour ça, vous les produisez des travailleurs. Mais tout est déconnecté. Je sais par exemple que quelqu'un comme Dieudonné Issouba, c'est lui qui a travaillé sur le projet stratégique du Cameroun en économie. Il n'enseigne pas à l'université de Yaoundé. Vous voyez ce genre de contradiction? C'est une impossibilité aux États-Unis. Celui qui travaille sur un domaine, c'est le premier choix de toutes les meilleures universités. Par exemple, la dame Jeanne, qui était, je vais vous donner son nom, qui était ambassadrice des États-Unis en Ukraine. Elle a fait 30 ans en diplomatie. Quand elle est rentrée aux États-Unis, qu'est-ce qu'elle fait? C'est la grande université de Georgetown qui l'a pris comme professeur. Alors qu'elle avait un bachelor et après un master, mais elle était doyenne. Parce qu'ils se disent, 30 ans de diplomatie dans plusieurs pays de ce genre-là, vous avez des connaissances. Mais vous arrivez à l'école de diplomatie africaine, vous voyez des gens qui n'ont jamais été des diplomates qui enseignent. Et vous voyez des diplomates de carrière, après leur carrière, qui rentrent au quartier dormir. Et vous vous étonnez pourquoi vos systèmes sont en arrière. Vous vous souvenez que l'ancien entraîneur de Manchester United a été embauché par Alex Ferguson, par Harvard, comme prof au département de Business Administration. Voilà quoi les Américains pensent que, mais voilà quelqu'un qui a pris une équipe moyenne et en a fait l'équipe la plus riche d'Angleterre. Il a quelque chose en tête. Comment est-ce qu'il a fait? C'est une expérience qui va profiter aux étudiants. On l'embauche pour qu'il parle, il enseigne son expérience. Maintenant, autour, on accompagne tous ces gens-là, maintenant, de certains théoriciens académiques. Mais aux États-Unis, les gens qu'on paye le plus, c'est les gens qui ont une vraie expérience pratique. Vous ne pouvez pas voir un sérieux cours d'économie donné aux États-Unis que ce n'est pas un gars de Goldman Sachs ou un gars qui a travaillé dans le gouvernement américain. C'est-à-dire, il ne faut pas dire ce que vous connaissez. Vous n'êtes pas là pour raconter aux gens de la théorie. Et on vous dit la théorie, tout le monde peut la lire dans un livre. Mais c'est ce qui est pratique qui est important. Vous imaginez si un gars qui travaille... moi, je me souviens toujours d'astonner, on dit Eneo, qui rencontre les problèmes d'Eneo tous les jours et dans un département, attention, il vous dit et vous résolvez les problèmes, vous développez les théories. À ce moment-là, vous avez un enseignement qui est orienté et qui fait sens. Et c'est ce qui nous manque aujourd'hui.
Et comment est-ce qu'on peut justement combler ce vide aujourd'hui? Des réformes. Là maintenant, on peut même parler de réformes. Ce n'est même pas totalement une révolution. Faire signer des contrats entre Camtel, Eneo, notre truc de chemin de fer, il y a les ports. Dans l'office des ports, contrairement à ce que les gens pensent, il y a énormément de mathématiques là-dedans qu'on appelle la recherche opérationnelle. Il n'y a pas une seule entreprise. C'est ça que nos entreprises stagnent. Parce qu'il n'y a pas une véritable recherche continue. C'est une continuité universitaire. Je me souviens, dans les années 90, fin des années 90, bon, je ne sais pas s'il faut pas. Je fais un voyage d'études, je vais rencontrer quelqu'un à l'Université de Michigan. À l'époque, j'étais à Paris comme étudiant. Donc, je dois rencontrer un chercheur à l'Université de Michigan. Donc, j'avais un ami au Michigan. Il m'accompagne. Ça a été une révélation pour moi. J'arrive au département, c'était le département d'Electrical Engineering. Donc, pour rencontrer la personne, je vois, quand on est dans le couloir, je vois NASA, je vois IBM, je vois Microsoft, je vois Twitter. Il lui demande, mais c'est quoi tous ces trucs-là qui viennent? Il dit, non, mais c'est quoi qui marche ici? Que quand tu vois les gars NASA, c'est l'équipe qui travaille ici pour la NASA, que c'est eux qui vont financer toutes leurs recherches, qui leur donnent des bourses pour les étudiants pour rechercher pour la NASA. Il dit même chose quand tu vois Microsoft, et ainsi de suite, c'est comme ça que la recherche est financée aux États-Unis. Et il y aura donc une entente sur la qualité des programmes, parce qu'il faut que les programmes gardent un niveau de rigueur, mais la recherche s'applique exactement dans ce qu'ils veulent. Vous savez que si vous allez aujourd'hui au campus du MIT, vous allez voir le grand bâtiment de IBM est là, le grand bâtiment de Microsoft. Ils ne veulent pas aller loin, que c'est là. Dès la première année, les enfants commencent à faire des stages dans ces boîtes-là. Mais chez nous, vous voyez des gars très brillants, que ce soit polytechnique, que ce soit dans les facultés. C'est une étude dans le vide. Donc du coup, qu'est-ce qu'ils font? On recherche des articles qui ont été écrits, pour écrire aussi sur la théorie. Tu n'es pas en train de résoudre le problème de l'agriculture au Cameroun, tu n'es pas en train de résoudre le problème des pannes on appelle ça, vous appelez ça les délestages du Cameroun, vous ne regardez rien. Aujourd'hui, le Cameroun a un problème, il y a des barrages, on a un problème de transport d'électricité, personne ne réfléchit, il n'y a pas une recherche dessus. Pourquoi? Parce que même sur le point de la santé, regardez, nous avons nos maladies tropicales, mais quand ceux qui ont des bourses, c'est les gens qui réfléchissent sur le cancer, mais qui les financent justement les gens qui ont les problèmes de cancer. Donc, du coup, tous nos chercheurs sont là à chercher à trouver des financements qui viennent de l'étranger sur les choses qui les concernent. Et personne ne travaille sur les choses locales, alors que c'est là-dessus qu'ils devaient développer une expertise. Et quand vous atteignez une expertise, le monde occidental est tel qu'ils reviendront vers vous. Vous avez vu la Russie. On a fermé la Russie du monde. On a interdit qu'il y ait des échanges de livres avec eux. Mais quand la recherche russe s'est révélée être la meilleure recherche du monde, qu'est-ce qui s'est passé? Tous les Occidentaux couraient en Russie. Ça fait que quand le bloc de l'Est a explosé, c'était la guerre entre eux pour recruter les meilleurs savants russes. Pourtant, aujourd'hui, sur le continent africain, on a l'impression que l'université et l'école même tout entière forment juste les chômeurs de demain. Oui, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une cohérence dans le système. C'est-à-dire, la matrice de base de ce système est un système colonial, où en fait il était fait pour qu'il y ait une grande masse de gens de qui on va drafter des talents qui vont travailler pour le compte du colon. Et c'est ce qui se passe. Ça n'a pas été un système qui a été pensé pour transformer notre environnement et en faire un environnement tellement riche que tout le monde va trouver son compte. Sans être critique, il n'est pas possible. Par exemple, le Cameroun a investi combien pour les stades et les infrastructures? J'ai appris que c'était quelque chose comme 3 000 milliards de francs CFA. Donc, à peu près un peu moins de la moitié du budget camerounais. Il est impossible pour un pays organisé, je ne reproche rien aux hommes politiques, c'est nos pays. Aux États-Unis, il est impossible qu'on mette la moitié du budget et que ça ne résolve pas le problème de chômage. Quand ils disent qu'ils veulent faire la relance de l'économie, la stimulation économique, en général, c'est 1/7 de l'économie. Ils savent qu'ils injectent cela dans l'économie, ça résout énormément le problème. Nous avons mis à peu près la moitié de notre budget. Le chômage est resté le même. Ça veut dire que cet argent n'est pas rentré dans notre économie parce qu'il n'y a pas des avenues pour ça. Est-ce qu'il se fait tard? Non, il n'est jamais tard. Il n'est jamais tard. C'est-à-dire, mais le problème est de commencer à penser de la bonne manière. Autre problème également, c'est que la majeure partie des œuvres qui sont utilisées dans les écoles sont faites plutôt à l'étranger. Et on se pose des questions, pourquoi? Parce que nous n'avons pas développé cette
idée de créer nous-mêmes. Et cette idée, on peut la développer aujourd'hui. Parce que j'aime souvent à dire aux gens que quand les États-Unis se développaient, ils avaient moins d'ingénieurs per capita que l'Afrique en a aujourd'hui. Ce n'est pas ce qui manque, mais c'est l'organisme. Comment il faut un tout cohérent, c'est-à-dire c'est une vraie politique. C'est-à-dire ce n'est pas des demi-mesures, des improvisations par-ci par-là, il n'y a pas une grande philosophie d'ensemble. Il faut une philosophie d'ensemble qui met chaque chose à sa place. On sait que, voilà, si vous produisez, c'est pour ça que je parlais des routes, je vous ai dit par exemple que les gens me parlaient par exemple de la Tanzanie, on me parlait du Ghana, on dit le Ghana a des échangeurs, la Tanzanie a des autoroutes, ils sont censés se développer, ils disent que bon, on est tellement, on a tellement de problèmes qu'on confond les manifestations qui devaient être le produit d'un développement au développement. Avoir des routes, c'est bien, mais si c'est les routes qui sont construites par les Chinois, vous avez depuis quel capital humain là-dessus? 50 ans après, peut-être moins, les mêmes Chinois reviendront vous remettre les mêmes routes. Je préfère voir un pays qui construit ses propres routes, même les mauvaises au départ, comme la Chine a fait, mais avec la pratique, vous vous améliorez. Imaginez-vous, si au lieu de 10 autoroutes, vous avez un seul autoroute créé par vos propres citoyens, voilà comment vous commencez à maîtriser et tout, et la machinerie. Vous pouvez importer la machinerie au départ, comme tout le monde a fait. Mais, au fur et à mesure, vous l'adaptez. Il y a combien de quincailleries au Cameroun? Ils sont nombreux. Mais même dans le droit, il peut y avoir une organisation. Vous croyez que le nombre de quincailleries qu'on a au Cameroun et le nombre de gars qui maîtrisent la soudure et tout, et l'ingénierie, sont moins que ceux qui ont créé ce bateau qui a coulé en pleine mer, le Titanic. Mais le problème est d'avoir des grandes idées. C'est-à-dire, toutes ces quincailleries-là, on peut les regrouper. Toute l'expertise est là. Il y a l'expertise de l'ingénierie. Le problème, c'est beaucoup de gens ne réfléchissent pas en termes d'organisation. Et j'ai dit, par exemple, vous vous souvenez, j'étais à l'une de vos émissions, il y a peut-être l'an passé, il y a 2 ans, que le problème n'est pas d'imiter bêtement les gens, mais d'observer ce qui marche bien et comprendre pourquoi ça marche. Nos communes ne marchent pas. Pourquoi? Parce que nos systèmes sont des systèmes bloqués. Ok, mais commençons comme ça. Quand vous voulez savoir si un pays va progresser, il y a 2 choses que vous regardez, ou 3, en dehors du système éducatif. Vous regardez le système bancaire, qui contrôle le système bancaire. Okay. Oui. Si votre système bancaire et tous nos systèmes bancaires en Afrique sont contrôlés par les étrangers, dès qu'un pays est comme ça, il n'ira nulle part. Vous savez que quand on me dit « Oh, le Botswana est en train de faire comme ça », je regarde, je dis que qui contrôle le système bancaire du Botswana, ils n'iront nulle part. On me dit « Oh, le Rwanda, vous savez toujours les Africains, maintenant qu'on est dans le truc, maintenant c'est les... On fonctionne comme c'était les slogans. Oh, vous avez vu le Rwanda avance. » Les gars disent qui contrôle le système bancaire, ils n'iront nulle part. Pour fonctionner, vous devez contrôler votre système bancaire et ajoutons le système éducatif. Pourquoi? Parce que c'est la banque qui crée ce qu'on appelle les vainqueurs et les perdants. Une banque décide de qui sera riche et de qui ne sera pas riche. Donc si vous mettez le système bancaire un système étranger, c'est eux qui décident qui sera riche chez vous et qui ne sera pas riche. Or, le modèle allemand que les Japonais ont triché et qui a été triché par les Chinois au moment d'un Japon arrive, il va regarder au Japon, qui est le modèle en Corée et chez les Dragons, il est fondé sur le modèle allemand des petites banques, des banques communales qu'ils appellent les Sparkassen. Oui. Aujourd'hui, on a 360 communes, on n'est pas obligé de commencer avec 360 banques communales. Mais petites banques communales plus banques régionales, vous relancez immédiatement votre économie. Mais il faut faire très attention. Et vous allez voir que les banques étrangères chez nous, elles donnent des crédits sur quoi? Les crédits sur la consommation. Les crédits sur la consommation, c'est la pire des choses que vous puissiez faire pour une économie. Vous devez faire des crédits sur la production. Parce que c'est elle qui crée de la valeur ajoutée. Et au niveau supérieur, vous avez ce qu'on appelle le guide de crédit, où vous êtes très sérieux et très précis par rapport aux gens de crédit. Donc, quelqu'un a sa petite entreprise, sa petite idée, pour la développer, vous lui donnez de l'argent. Il la développe et il va rembourser. Mais comme ces banques-là sont limitées en termes de capital, c'est pour ça qu'elles ont besoin au niveau secondaire, ce qu'on va appeler dans les banques régionales. C'est-à-dire quand vous avez atteint votre maximum, vous vendez ces crédits-là à la banque régionale pour libérer les espaces. C'est comme ça que ça marche en Allemagne. C'est comme ça que ça marche au Japon.
en Chine et partout. Vous savez qu'aujourd'hui, au niveau du crédit, la Chine est à 100% de son PIB qu'ils offrent en crédit. Tous les autres pays, là, parce que l'un des problèmes avec la Chine, bon, on va un peu dans tous les sens, il faut comprendre la structure économique. Le problème ne sera pas d'imiter aussi la Chine pour l'imiter, parce que chacun a sa structure économique en fonction de ses potentialités naturelles et de ses gens. L'économie chinoise est aujourd'hui plus portée par l'investissement. Oui. Vous savez que la Chine, vous les voyez investir, ils ne font que bâtir. Aujourd'hui, quand ça atteint un certain niveau pour garder le progrès, ils créent de nouveaux investissements. Ils sont en train de créer un troisième porte-avions. Ils ont dit qu'ils iront jusqu'à 6. Vous voyez qu'ils sont tout dans la logique de l'investissement. Aux États-Unis, par exemple, leur économie est portée par la consommation. À peu près 41% c'est la consommation. Mais à nous de connaître comment est-ce qu'on va structurer et en fond de ça, nous bâtir. Mais il est essentiel que nous ne laissons pas le contrôle de notre système financier. Parce que dans notre monnaie est contrôlée. Le contrôle de notre système financier entre les mains des étrangers. Vous n'irez nulle part. Parce qu'ils sont là, pas pour vous faire avancer, mais pour vous bloquer. Si vous regardez au Ghana, parce que le système bancaire est contrôlé par les étrangers, les Ghana, bien que deuxième producteur mondial de cacao, parce qu'ils sont même dans le système anglo-saxon, les gens sont opposés. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Pour les grandes plantations, les banques là, offrent des crédits aux Libanais, pas aux Ghanéens. Donc les Ghanéens, eux, sont employés chez eux parce qu'ils n'ont pas leur propre banque. Et c'est ce qui se passe un peu partout. Contrôler le système bancaire, vous avez contrôlé votre économie. Quand on dit qu'à un moment, la monnaie, comment on appelle, du Congo, il fallait une brouette pour aller acheter un morceau de pain. Comment est-ce qu'ils ont saboté le truc chez Mugabe? Mais il faut regarder la structure économique. Parce que Mugabe, avec sa monnaie, il ne contrôlait pas les banques. Donc, on est capable de créer une inflation en faisant des prêts à la consommation impossible. À la fin, la production est très inférieure, l'offre est très inférieure à la consommation et du coup, on détruit votre monnaie. Mais si on a au Cameroun, on a nos 10 banques régionales qui sont là pour protéger les régions, on a quelques banques nationales et on a nos 360 banques communales. Aucune banque étrangère, déjà, elle sera obligée de s'aligner. C'est ce que les Arabes font. Et c'est obligé de s'aligner sur les principes de fonctionnement. Et c'est comme ça qu'on pourra justement s'en sortir dans le système éducatif. Oui, on pourra le financer. Aujourd'hui, on crée des lycées, il n'y a pas de banques. Et qu'est-ce qu'on fait? On attend que le FMI nous donne un crédit. C'est-à-dire, vous voyez que nous sommes embrigadés dans un système qui a été conçu pour faire de nous des esclaves, pour qu'on ne s'en sorte jamais. Et ça devient le modèle de pensée de ceux qui nous dirigent. Que quand il y a un problème, allons voir si la Banque mondiale peut nous prêter de l'argent. Alors que, puisque, on appelle l'agriculture, si vous produisez votre agriculture sur place, vous produisez beaucoup de vos trucs, c'est-à-dire que 80% des demandes locales sont satisfaites par l'offre locale. Vous avez votre monnaie, vous avez une monnaie qui est soutenable. Et vous êtes capable de financer toutes les sortes les formes de produits parce que l'État bat sa propre monnaie. Et même si l'État bat sa propre monnaie, voilà le problème que les gens ne comprennent pas. Dans l'argent en circulation dans les pays développés, et même chez nous, maximum 10% sont créés par la banque centrale. Hein. C'est les banques commerciales qui tournent autour par le mécanisme de crédit qui crée l'argent. Si l'État veut embaucher 20 ingénieurs pour construire le barrage de ceci, quand on a notre monnaie, notre système bancaire, mais c'est un jeu d'écriture. Vous aurez votre salaire tous les jours. Merci beaucoup, docteur Paul Bekima, d'avoir été des nôtres. Ah, ça, je vous en prie. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir donné l'opportunité de parler. Nous aurons toujours un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Ça, je vous en prie. Merci d'avoir fait tout le voyage pour ça. Il faut bien le préciser, depuis les États-Unis, pour venir sur notre plateau. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Au plaisir de vous retrouver très prochainement. Restez sur Panafricanist TV. L'information est en continu sur notre chaîne. Bonne journée à toutes et à tous.